en dialoguer dans un instant, mais j'ai d'autant plus de plaisir à présider cette séance que j'avais présidé la soutenance de thèse qui se déroulait non pas très loin d'ici, dans une salle du rectorat, en novembre 2018, si ma mémoire est bonne. Et pourquoi le rectorat? Parce que Arthur Hérisson a travaillé sous la double direction de Gilles Pécou, qui était alors recteur de Paris, de l'Académie de Paris, et de Philippe Boutry. Nous étions bien installés pour cette soutenance qui avait été passionnante avec, entre autres, au jury, Daniele Menozzi, professeur à l'École normale supérieure de Pise, Catherine Brice, professeure à... Maintenant, j'ai oublié le nom de l'université, c'est Paris, UPEC, voilà. Et puis, je crois que c'était tout. Voilà. C'est un travail, je ne vais pas anticiper sur ce que diront Guillaume Cuchet et évidemment Arthur Hérisson dans un instant, que je remercie tous les deux d'avoir accepté de participer à cette séance dont il faut rappeler qu'elle a été organisée par Martin Dumont. Donc, c'est un travail qui est tout à fait original dans la mesure où on connaît assez bien ce qui s'est passé au moment de l'unification italienne. Des travaux anciens, je pense à celui de Jean Morin, par exemple, avait expliqué par le menu toutes les prises de position des évêques à l'égard de l'affaire italienne, de la question italienne. Naturellement, Arthur Hérisson revient sur cette dimension, il ne pouvait pas l'éluder, et ça fait d'ailleurs l'objet d'une première partie largement renouvelé, bien sûr, par rapport aux travaux antérieurs, mais la nouveauté est ailleurs. Je pense que Guillaume Cuchet y reviendra aussi. La nouveauté est ailleurs dans l'observation très, très minutieuse de l'ensemble des réactions suscitées par la question italienne auprès des catholiques français, jusqu'à en déterminer la manière dont finalement la question italienne a modifié la teneur même du catholicisme français, contribuant à ce mouvement vers l'intransigeantisme qui est marqué, comme chacun sait, par la publication du syllabus qui doit largement aux catholiques français, en tout cas aux évêques français. Beaucoup de choses aussi sur l'économie du Saint-Siège, au sens où les Français ont contribué à fournir des dons, fournir des hommes aussi à travers les oeuvres pontificaux. Donc, il y a énormément de choses. C'est de cela que nous allons parler. Alors, dans la configuration suivante, Arthur Hérisson va prendre d'abord la parole pour nous présenter son travail, son livre maintenant. Puis, je passerai la parole à Guillaume Cuchet. Donc, Guillaume Cuchet, professeur à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et Arthur Hérisson, donc docteur depuis 5 ans et membre de l'École française de Rome. Voilà, je crois qu'on peut se lancer. Vous avez la parole. Alors, j'avais un PowerPoint, je ne sais pas. Alors ça, si un PowerPoint, il faut... Moi, je préfère ne rien toucher. Moi, vous pensez qu'il n'est pas touché, moi non plus. On peut le mettre à l'écran. On va démarrer surtout. Là, ici? Non. Ouais, ça doit être ça. Oui. Ok, très bien. Je peux utiliser ce micro? Bonjour, je remercie l'IRER, Martin Dumont, Jacques-Olivier Boudon pour leur invitation et je remercie également Guillaume Cuchet d'avoir accepté la discussion. Je suis vraiment très heureux de pouvoir présenter ici mon ouvrage. Alors, nous sommes ici dans le cadre d'un séminaire d'histoire religieuse et je dois commencer par une confession. Le travail de doctorat dans ce livre est en quelque sorte l'aboutissement. Je ne l'ai pas entamé dans une perspective d'histoire religieuse, mais dans une perspective d'histoire politique. Je voulais m'intéresser aux conséquences qu'avait eu en France le Risorgimento, le mouvement national italien, et plus précisément, je voulais m'intéresser à ses conséquences sur la politisation à droite. De là découle le positionnement de mon livre au sein de l'historiographie religieuse. Il s'agit avant tout, pas uniquement, mais avant tout, d'un livre d'histoire politique du catholicisme. C'est donc un livre qui se situe dans un sous-champ de l'histoire religieuse qui connaît aujourd'hui en France, pour le 19e siècle, et dans ma génération, un déclin assez net. Et pourtant, à mon avis, il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Il reste beaucoup de choses à faire dans ce domaine, notamment au sujet d'une des problématiques centrales de l'histoire politique contemporaine, celle de la politisation, c'est-à-dire de l'apprentissage de la politique moderne, pour prendre une définition très large.
Cette problématique de la politisation, on le sait, elle a connu une grande fortune au cours des 40 dernières années, mais elle a été employée de manière assez inégale. Beaucoup pour faire l'histoire des gauches, un peu pour faire l'histoire des droites, et assez rarement pour travailler sur le catholicisme. C'est donc pour contribuer à remédier à cette lacune que j'ai choisi d'étudier ce qui constitue un des principaux moments de l'engagement politique des catholiques au XIXe siècle, la mobilisation autour de la question romaine. Alors la question romaine, on le sait, c'est un vieux sujet de l'historiographie du XIXe siècle, et on peut la définir brièvement en disant qu'elle renvoie à l'ensemble des problèmes posés par l'effondrement des États pontificaux, du pouvoir temporel de la papauté au milieu du XIXe siècle. Je rappelle rapidement le contexte. Les États du pape, les États pontificaux, ils ont une existence qui remonte au 8e siècle et ils entrent en crise à la fin du 18e siècle. Ils disparaissent une première fois sous la Révolution française, une deuxième fois sous l'Empire, et en 1815, ils sont rétablis dans des frontières qui ne varieront plus pendant les 2 premiers tiers du 19e siècle. Ils sont composés de 4 grandes régions, vous voyez sur la carte. La première, c'est le Latium, la région de Rome. Ensuite, l'Ombrie, la région de Pérouse, les Marches, autour d'Ancône. Et enfin, ce qu'on appelle à l'époque les Romagnes, autour de Bologne. Pendant la première moitié du XIXe siècle, ces États connaissent une forte instabilité, qui conduit notamment, en 1849, à leur disparition pour la 3e fois, lorsqu'est proclamée la République romaine. Une disparition qui ne dure cependant que quelques mois, jusqu'à ce que l'intervention des puissances ne rétablisse Pie IX sur son trône. La crise finale de l'État pontifical, elle intervient en fait, et c'est à ce moment-là que mon livre est consacré, elle intervient entre 1859 et 1870, lorsque se produit l'unification de l'Italie. Alors, j'en rappelle rapidement les grandes étapes. Au printemps 1859, la France entre en guerre en Italie aux côtés du Piémont contre l'Autriche et les Romagnes sous domination pontificale en profitent pour s'insurger et pour demander leur rattachement au Piémont. Un peu plus d'un an plus tard, en septembre 1860, le Piémont, qui a unifié à peu près toute l'Italie du Nord sous sa bannière, envahit l'État pontifical, bat l'armée du pape à Castelfidardo et annexe les Marches et l'Ombrie. Ce qui fait que pendant toute la décennie 1860, l'État pontifical est réduit à Rome et au Latium. Et il ne survit que grâce à la protection de la France de Napoléon III. Lorsque le Second Empire disparaît en septembre 1870, les Italiens en profitent pour prendre Rome et c'est la fin des États pontificaux. Dans l'ensemble, les études jusque-là consacrées à la question romaine avaient été menées selon 3 grandes perspectives. Une perspective d'histoire des relations internationales, une perspective d'histoire des relations entre l'Église et l'État en Italie, et une perspective d'histoire des mentalités religieuses. Mon objectif, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été de proposer une 4e perspective, plus politique et inspirée des travaux qui, depuis maintenant quelques décennies, ont mis en avant le rôle des questions internationales comme vecteur de politisation au XIXe siècle. Il s'agissait de voir en quoi la mobilisation autour de la question romaine, en faveur du pape roi, marque un moment important dans l'apprentissage de la politique moderne par les catholiques français. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, quelques mots sur le contexte de cette mobilisation catholique. Elle s'insère dans un contexte religieux particulier qui est celui du pontificat de Pie IX, qui est pape de 1846 à 1878. La période, elle est marquée par des transformations importantes du catholicisme français, du catholicisme européen en général. Je pense à 3 choses en particulier. D'abord, le mouvement vers Rome, c'est-à-dire le phénomène de resserrement des liens entre les catholiques et la papauté. Ensuite, Jacques-Olivier Boudon l'a évoqué tout à l'heure, les progrès du catholicisme intransigeant, c'est-à-dire d'un catholicisme refusant de transiger avec la société moderne, libérale et sécularisée. Et le pontificat est notamment connu pour la publication en 1864 du Syllabus, une fameuse liste de propositions condamnées par la papauté, dont la plus célèbre est la 80e et dernière. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. C'est une proposition qui est condamnée. Cette histoire du catholicisme intransigeant, il est important pour mon sujet, notamment parce qu'il faut bien avoir en tête que le Risorgimento italien, ça n'est pas qu'un mouvement national, c'est aussi un mouvement libéral. Et condamner le mouvement italien, c'est aussi condamner une certaine manière dont s'articulent les rapports entre la société et l'Église au XIXe siècle. Enfin, 3e grande tendance de ce pontificat de Pie IX, c'est le développement du laïcat militant.
Et ce laïcat militant, il va jouer un grand rôle justement dans la mobilisation pour le pape François. Alors, je rentre dans le vif du sujet et pour commencer, je vais partir d'une lapalissade. La question romaine est une question. Une question au sens que le 19e siècle donne à ce mot, au sens où il existe une question d'Orient, une question d'Irlande, une question polonaise, etc. Autrement dit, c'est une affaire politique qui intéresse plusieurs États et qui finit par dépasser les seuls cercles diplomatiques pour devenir un sujet de mobilisation chez les opinions publiques. Cette mobilisation des opinions publiques, elle est à la fois la cause et la conséquence de l'intense médiatisation des affaires romaines et plus largement des affaires italiennes. À partir de 1859, les affaires italiennes saturent en effet l'espace public français. Les journaux en parlent très longuement et surtout, on a un très grand nombre de livres, de brochures qui leur sont consacrés. Pour donner un chiffre, j'ai pu calculer qu'entre janvier 1859, les premières rumeurs de guerre en Italie, et mars 1861, la proclamation du Royaume d'Italie, donc pendant 27 mois, on a apparu près de 800 publications qui paraissent sur la question italienne. Et au plus fort de la crise italienne, janvier 1860, on peut estimer qu'environ une publication sur 10 faite à Paris concerne l'Italie. Donc c'est considérable, l'espace public français est véritablement saturé par les débats autour de l'Italie et de Rome. Cette importante médiatisation des questions italiennes et romaines, elle est partiellement le résultat d'une stratégie. Les principaux acteurs qui s'opposent dans la question romaine, le gouvernement français, les partisans du Royaume d'Italie, les défenseurs du pouvoir temporel de la papauté, tous ces acteurs ont conscience de l'importance que joue en ce milieu du XIXe siècle l'opinion publique. On sait que Napoléon III a, pour l'élaboration de toute sa politique étrangère, accordé une grande place à cette opinion publique et la correspondance du nonce et du secrétaire d'État à Rome montre qu'il en est de même du côté de la papauté. Cette médiatisation de la question romaine, elle est le fait d'une stratégie de la part des gouvernements, elle est aussi, et plus largement, le résultat d'une action spontanée de la part de certains acteurs. Les écrits des catholiques en faveur de la papauté, qui paraissent à cette époque, sont intéressants notamment pour deux raisons. D'abord, première raison, le très grand nombre des auteurs. On retrouve évidemment des personnes auxquelles on peut s'attendre, des évêques comme Dupanloup, l'évêque d'Orléans, les principaux écrivains et journalistes catholiques de l'époque, Veuillot, Montalembert, Lacordaire, etc. Mais on trouve aussi ce qu'on appelle des acteurs ordinaires. Des personnes qui vont écrire sur la question romaine ou sur la question italienne. Ce sera leur première publication et la dernière de leur vie. Et ça témoigne clairement de l'intérêt que les affaires italiennes suscitent alors en France. Deuxième point sur ces publications autour de l'Italie et de la question romaine en particulier, le fait qu'il existe chez les catholiques une volonté de s'adresser aux catégories populaires, dans le but de faire descendre la question romaine vers les masses. Parmi les brochures qui sont publiées pour défendre la cause du pape, certaines sont ainsi explicitement écrites pour un public paysan ou ouvrier, souvent par des prêtres de province, parfois en utilisant les langues régionales. On note ainsi une volonté de mobiliser l'ensemble des fidèles derrière la cause du pape. Cette volonté de mobiliser l'ensemble des fidèles derrière le pape, elle se reflète également dans le répertoire d'action de la mobilisation. Alors ici, il faut recontextualiser cette mobilisation en signalant que la mobilisation pour le pape Roi représente le deuxième grand moment de l'engagement politique des catholiques français en tant que groupe autonome, en tant que groupe porteur de ses propres revendications. Le premier grand moment, il avait eu lieu 20 ans auparavant, il a été étudié par Sylvain Hulbach, c'est la lutte pour la liberté d'enseignement secondaire, donc dans les années 1840, sous la monarchie de Juillet. La mobilisation pour le pape Roi se distingue cependant de la mobilisation pour l'enseignement secondaire pour deux raisons principales. D'abord, l'existence du suffrage universel, qui donne un poids nouveau aux masses, qui n'existait pas sous la monarchie de Juillet. Ensuite, le caractère autoritaire du Second Empire, qui va limiter les formes d'action possibles. Et les catholiques doivent donc s'adapter à cette situation, ruser, trouver des moyens d'agir malgré la répression. Bref, ce qui se pose ici, c'est la question classique de la mobilisation face à un régime qui limite les libertés. Ce contexte, il influence le répertoire d'action catholique. Ce répertoire d'action, il est fondé à la fois sur l'appropriation ou la réappropriation de formes d'action politique classiques du XIXe siècle et sur l'élaboration de modalités plus originales qui reposent sur la politisation de la religion et qui donnent à voir les limites du processus de sécularisation dans la France de l'époque. Alors, les formes classiques, qu'est-ce que c'est? Typiquement, c'est la pétition.
le recours à la pétition qui, dans l'ensemble, est un échec. C'est le recours à la mobilisation électorale qui, de la même manière, est plutôt un échec. C'est l'action parlementaire menée par un certain nombre de députés ou de sénateurs catholiques qui, pour le coup, par moment, fonctionne assez bien. Je pense notamment en 1867, lorsque les députés obtiennent du ministre d'État Rouher l'assurance que jamais, c'est le terme qui est employé, jamais la France ne permettra que l'Italie s'empare d'Europe. Cette mobilisation classique, elle passe aussi par des formes de mobilisation au quotidien, des formes non institutionnelles, des chansons pour le pape, par exemple, des affiches qu'on placard au mur, etc. Dans l'ensemble, ces formes classiques de l'action politique, elles sont assez peu efficaces, notamment en raison de la surveillance et de la répression des autorités. Mais la mobilisation catholique prend également, je l'ai dit, d'autres formes qui, elles, sont fondées sur la politisation de la parole et de la pratique religieuse, et qui sont à la fois plus difficiles à contrôler pour le gouvernement et plus aptes à toucher les masses parce qu'elles s'appuient sur un langage religieux qui leur est familier. Je donne deux exemples. Premier exemple, le plus important, c'est vraiment ce qui a le plus inquiété les autorités à cette époque-là, c'est la multiplication des sermons politiques de la part de membres du bas clergé, donc de prêtres de province. Ces sermons politiques, ils se multiplient lors des moments de crise et ils montrent un rôle important du clergé comme intermédiaire de politisation, comme passeur d'idées à destination des paroissiens. Les évêques jouent un rôle semblable, mais de manière moins prononcée avec leur mandement ou lettre pastorale. Autre forme de politisation de la religion, politisation de la prière, avec la multiplication des prières pour le pape, que ce soit à l'occasion de la messe ou dans le cadre de confréries laïques créées pour l'occasion. En bref, le mouvement pour la papauté témoigne ici de la capacité de l'Église, en ce milieu du XIXe siècle, à défendre sa cause en s'appuyant aussi bien sur des moyens d'action traditionnels, les sermons des prêtres, que sur des moyens d'action modernes, la presse religieuse, la mobilisation des députés catholiques, etc. Pour l'instant, je n'ai évoqué que des formes de mobilisation d'échelle locale ou nationale. Mais certaines des modalités d'action s'organisent sur une plus large échelle. La mobilisation des catholiques français s'inscrit en effet au sein d'une mobilisation plus vaste, d'ampleur transnationale et partiellement coordonnée par le Saint-Siège. Alors, pour comprendre cette mobilisation transnationale, il faut avoir en tête la rupture que représentent les années 1859-1860 pour la diplomatie pontificale. Jusque-là, pendant plusieurs décennies, l'État romain avait fait reposer sa sécurité sur la protection des puissances catholiques. En 1831, lorsque les Romains s'insurgent, c'est une intervention autrichienne qui vient y rétablir l'ordre. En 1849, après la Révolution romaine, c'est une intervention conjointe de la France, de l'Autriche, de l'Espagne, du Royaume des Deux Siciles, qui vient ramener Pie IX sur son trône. Et durant les années 1850, le secrétaire d'État de Pie IX, le cardinal Antonelli, considère du reste qu'il est inutile de renforcer l'armée pontificale, justement parce que le soutien de la France et de l'Autriche la rendent inutile. Ce soutien, il est d'autant plus manifeste à cette époque-là qu'il y a un corps d'occupation français présent à Rome et un corps d'occupation autrichien présent à Bologne. De ce point de vue, les événements de 1859 marquent une rupture. Lorsque les Romains s'insurgent, l'Autriche n'intervient pas, elle ne peut pas, elle vient d'être vaincue militairement. La France non plus n'intervient pas. Elle va même plus loin, puisqu'à la fin de 1859, Napoléon III fait savoir sa volonté de voir les États pontificaux être réduits à Rome et au Latium. Dès lors, face à la ligne d'Antonelli, s'affirme une autre ligne au sein de la curie, une ligne intransigeante, qui va être incarnée par un prélat belge, Monseigneur de Mérode, et qui considère qu'il est désormais illusoire de s'appuyer sur les puissances pour assurer la sécurité de l'État pontifical, et qu'il faut donc s'appuyer sur la mobilisation armée des fidèles. Il va donc favoriser une réorganisation de l'armée pontificale en faisant appel à des volontaires étrangers. Antonelli considère cette mobilisation comme efficace, mais lui aussi, il pense que les catholiques européens ont un rôle à jouer dans la défense du Saint-Siège, de deux manières. D'abord, en faisant pression sur leur gouvernement pour qu'ils soutiennent plus fortement Pie IX. Et là, c'est notamment tout le rôle du nonce à Paris qui le montre bien, qui va agir en ce sens. Ensuite, Antonelli considère également que les catholiques européens doivent aider le Saint-Siège en lui apportant les ressources que la perte de ces territoires, dont sa perte de ces territoires le prive.
Ça donne lieu à deux grandes formes de mobilisation sur lesquelles je voudrais m'appesantir pendant quelques minutes. Une mobilisation d'abord militaire, c'est-à-dire l'appel à des volontaires étrangers pour renforcer l'armée du pas, et ensuite une mobilisation financière, c'est-à-dire la demande d'un soutien financier de la part des fidèles. D'abord, la mobilisation des fidèles. On le sait, le volontariat militaire international, qu'il faut bien distinguer du mercenariat, c'est un phénomène structurant de l'époque contemporaine. On peut penser aux fidèles qui sont allés aider les Grecs dans les années 20, on peut penser aux hommes qui sont allés combattre du côté de l'Italie pour l'unification, on peut penser aux Européens qui sont allés se battre aux États-Unis pendant la guerre de sécession, etc. Dans l'armée pontificale, on a plusieurs corps qui vont être ouverts aux volontaires, et le principal, c'est celui des oives pontificaux. Ce corps, j'ai cherché à l'étudier, notamment en m'appuyant sur une source fondamentale, qui est le registre matricule, qui contient diverses informations sur les soldats, et notamment leur domicile, leur profession, la date de l'engagement. Et donc, on peut brosser à partir de cette source une histoire sociale du régiment, en précisant la chronologie du recrutement, sa géographie, que vous voyez ici, et sa sociologie. En ce qui concerne l'origine géographique du recrutement, les Français sont 3210, c'est le contingent le plus important, juste devant les Néerlandais et les Belges. 3200 Français, c'est à la fois peu et beaucoup, si on y réfléchit. C'est évidemment trop peu pour dire qu'il s'agit d'une mobilisation militaire de masse, par rapport à 40 millions de Français d'époque. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup parce que l'engagement militaire, c'est évidemment celui qui est le plus coûteux, celui pour lequel les engagés risquent leur vie. Et donc, c'est un engagement qui n'est jamais le fait que de toutes petites minorités. Et de fait, si on compare le recrutement des zouaves au recrutement d'autres expériences de volontariat militaire international de cette époque-là, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui, au XIXe siècle, dépassent le chiffre des zouaves. Bon, je reviens pas sur la carte, mais vous la voyez, vous voyez bien les bassins de recrutement qu'on retrouve, à la fois la Bretagne, évidemment, une partie du Sud, le Nord-Pas-de-Calais, et puis les grandes villes aussi, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, qui sont bien visibles sur la carte. En ce qui concerne la sociologie des zouaves, juste deux choses. Pendant longtemps, l'historiographie avait insisté sur un recrutement très largement, principalement aristocratique. Ce que permet de dire la matricule, c'est qu'en ce qui concerne les Français, oui, les classes supérieures sont clairement surreprésentées, c'est à peu près 44% des zouaves, mais elles restent minoritaires. Et en fait, on a des zouaves qui viennent de toutes les origines sociales. On a par exemple 15% de commerçants et d'artisans, 10% d'employés de secrétaires, 10% de paysans, 8% d'ouvriers, etc. Deuxième aspect de cette mobilisation transnationale, le plus important en fait, et à mes yeux le plus intéressant, la mobilisation financière. Alors de quoi s'agit-il? L'effondrement du pouvoir temporel de la papauté a des conséquences financières, puisqu'il entraîne la chute des revenus de l'État romain. Après la perte des Romagnes, des Marches et de l'Ombrie, l'État romain n'est plus viable économiquement, et il est d'autant moins qu'il doit entretenir une armée disproportionnée eu égard à sa taille. Face à cette situation, la papauté choisit d'emprunter une voie originale, celle de la mobilisation des fidèles. Cette mobilisation, elle prend trois grandes formes. La plus célèbre, celle qui a perduré jusqu'à nos jours, c'est le denier de Saint-Pierre, donc une offrande volontaire des catholiques au pape, qui naît volontairement à l'automne 1859 dans plusieurs pays européens, et qui ensuite, à partir de 1860, est encouragée par la papauté et en partie coordonnée par l'énonciation. Deuxième forme de mobilisation, je vous ai mis ici une carte du denier, j'en parlerai tout à l'heure. Deuxième forme de mobilisation, les emprunts par souscription publique. À cette époque-là, quand un État a des problèmes financiers, il peut emprunter, il le fait généralement auprès de banquiers. La papauté va innover ici, sur le conseil de banquiers français et belges. Au lieu d'emprunter à des banquiers, elle décide d'emprunter directement auprès des particuliers. Ce sont les emprunts par souscription publique qui avaient déjà été employés par la France du Second Empire à cette époque-là, mais qui surtout, par la suite, vont être très largement utilisés par les autres États. On connaît tous ces emprunts russes d'avant la Première Guerre mondiale. Pourquoi faire cela de la part de la papauté? Tout simplement parce qu'elle espère, et elle va l'obtenir d'ailleurs, que les catholiques vont accepter de lui prêter de l'argent à moindre taux, par défaut. Dernier aspect de cette mobilisation financière, l'aspect le moins important, mais je le signale, la papauté reçoit de l'argent par le denier de Saint-Pierre, elle reçoit aussi des cadeaux, et elle ne sait pas quoi en faire, donc qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle va ouvrir deux grandes loteries internationales, et les cadeaux vont servir de l'eau. Et ces loteries, on va en vendre des billets jusqu'aux Philippines. Donc là aussi, on a une grande mobilisation d'espèces. Alors, trois choses avant de conclure au sujet du denier de Saint-Pierre, qui forme le cœur de cette mobilisation financière. D'abord, la géographie de la collecte, je vous l'ai mise ici,
Elle est intéressante parce qu'elle elle est assez proche de la géographie de la France religieuse telle qu'on peut la connaître. On retrouve notamment les marges, hein, les périphéries de l'espace français qui sont très représentées. Il n'y a pas que ça dans cette carte, mais il y a en partie ça. Deuxième chose sur cette mobilisation financière, elle implique des catégories de la population qui sont en marge normalement de la vie politique, qui sont en marge de la vie politique institutionnalisée. Je pense notamment aux femmes et aux enfants, et notamment aux femmes qui jouent un rôle important dans la collecte des dons, qui jouent aussi un rôle important lorsqu'on a les listes de souscription parmi les donateurs. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les femmes bénéficient du fait que par le passé, elles avaient déjà un rôle social dans les collectes charitables. Et donc, finalement, elles réinvestissent cette expérience qu'elles ont dans une mobilisation qui, elle, est une mobilisation politique. Et ici, finalement, avec cette mobilisation pour le pape Roi, on voit donc la participation détournée d'une catégorie donc des femmes, d'une catégorie de la population normalement exclue de la vie politique, qui finalement réussissent à faire de la politique par d'autres moyens. Donc, de ce point de vue, mes travaux rejoignent toute une historiographie récente sur les engagements féminins dans les mouvements conservateurs, qui sont loin d'être négligeables. Dernière chose sur le donné de Saint-Pierre, il faut insister sur les résultats de la collecte. Durant la décennie 1860, c'est entre 30 et 40 millions de francs qui sont collectés en France. C'est une somme considérable, ça représente à peu près une année du déficit de l'État romain. Et 30 à 40 millions de francs, alors on n'a évidemment pas la liste de tous les souscripteurs, mais est-ce qu'on peut en juger des listes qu'on a, où on a beaucoup de dons de 1 centime, 5 centimes, 10 centimes. 30 et 40 millions de francs, on peut estimer que ça signifie qu'il y a au moins plusieurs centaines de milliers de personnes qui donnent, et possiblement plusieurs milliers. Autrement dit, qu'est-ce que ça montre, cette mobilisation financière? Ça montre que la mobilisation pour le pape Roi des années 1860 est une mobilisation de masse. Ce qui était une des choses que l'historiographie jusque-là n'avait pas suffisamment souligné. Pour conclure de ces mobilisations militaires et financières, le monde catholique devient une sorte d'état pontifical de substitution, où la papauté tire les ressources qu'elle ne tire plus de ses États. Et donc, de manière assez paradoxale, la mobilisation des catholiques pour les États pontificaux va offrir à la papauté le moyen de se passer de ces États. Je termine rapidement par deux conclusions. Une première qui concerne l'histoire politique du catholicisme français, une seconde qui concerne l'histoire de la papauté en général. En ce qui concerne l'histoire politique du catholicisme français, il faut, à mon avis, analyser la mobilisation pour le pape Roi comme une étape fondamentale dans un processus de long cours d'autonomisation des catholiques dans le champ politique français. Les catholiques français, je m'explique, deviennent un groupe autonome qui porte ses propres revendications, qui dispose de son propre imaginaire, qui possède un répertoire d'action particulier. On assiste ainsi à la structuration d'une culture politique catholique qui n'est plus réductible à la culture politique blanche, qui n'est plus réductible à la culture politique légitimiste, ne serait-ce que parce que la question dynastique, la question du roi important pour eux. Autrement dit, il me semble possible de nuancer la répartition des droites héritées de René Rémond. Au milieu du XIXe siècle, il y a un quatrième camp qui émerge. Ce sont les catholiques, dont le baptême du feu a en quelque sorte été la lutte pour la liberté d'enseignement dans les années 1840, dont l'affirmation se fait lors de la mobilisation pour le pape Roi dans les années 1860, et qui, par la suite, sous la Troisième République, vont lutter contre les politiques de laïcisation. Deuxième conclusion au sujet de l'histoire de la papauté. Il faut insister sur l'importance que représente le pontificat de Pie IX et le raidissement intransigeant. Le pontificat de Pie IX, à mon avis, marque à bien des égards l'entrée de la papauté dans l'ère contemporaine. Alors, cette affirmation, elle peut paraître à première vue paradoxale, parce que ce que l'on retient généralement de ce pontificat, c'est justement le triomphe du catholicisme intransigeant, c'est le syllabus, c'est le rejet de la modernité. Mais dans le même temps, et c'est pour ça qu'à mon avis la mobilisation pour le pape Roi est importante, dans le même temps, au moment même où la papauté s'oppose à la modernité libérale et sécularisatrice, dont une des incarnations c'est cet État italien, dans le même temps, elle s'engage résolument dans la voie d'une modernisation, c'est-à-dire d'une adaptation des formes de son action pour mieux peser sur le monde. Cette modernisation, elle a pour conséquence, d'une part, une prise de distance vis-à-vis de la logique d'ancien régime de collaboration avec les gouvernements, l'alliance du trône et de l'autel. D'autre part, l'établissement d'une relation nouvelle avec les peuples catholiques. Pour le dire autrement, le pontificat de Pie IX marque pour la papauté le début d'un tournant stratégique qui sera poursuivi sous Léon XIII, à une stratégie d'influence par le haut, appuyée sur les pouvoirs politiques. Elle va désormais préférer une stratégie par le bas, fondée sur la mobilisation transnationale du catholicisme militant. Bref,
pour mieux combattre le libéralisme, la papauté entre dans l'ère des masses. Je vous remercie. Merci beaucoup pour un exposé extrêmement clair et qui rend bien compte de toute la richesse de l'ouvrage que vous publiez. J'en profite pour signaler que certains des étudiants, enfin en principe tous, du séminaire que j'anime le lundi soir en d'autres lieux sont présents et je pense ils auront apprécié la clarté du propos que vous nous avez proposé. Je vais passer la parole sans transition à Guillaume Cuchet. Je ne sais pas si on laisse le PowerPoint. Voilà. Bien, merci de votre invitation. Alors, j'ai lu ce très beau livre, il avait beaucoup d'intérêt, très beau livre, très élégant aussi, ça c'est aussi l'avantage de l'École française de Rome, c'est un beau livre à l'italienne, très bien, et ça ne gâche rien. Alors, donc, vous l'avez compris, c'est une histoire de la question romaine, mais envisagée à partir de la mobilisation auquel elle a donné lieu dans le catholicisme français des années 1860 pour l'essentiel. Et Arthur Hérisson d'ailleurs propose d'appeler ça le mouvement temporaliste, un italianisme bienvenu, un peu comme on s'était mis à parler d'intransigentisme aussi sur modèle italien, baptise au fond le mouvement temporaliste au sens de mouvement se mobilisant en faveur du pouvoir temporel des papes, et ça me paraît tout à fait approprié. Alors on l'a dit aussi, derrière cette belle thèse, il y a plusieurs livres, mais il y en a un en particulier avec qui le dialogue est un peu plus soutenu. C'est ce livre, on pense toujours un peu à ces textes, moi je pense toujours un peu à ces textes de Péguy à propos des historiens universitaires qui dit ça a l'air d'être des hommes, mais en fait c'est des livres. Il y a toujours des livres derrière les livres. Bon. Alors là, c'est Jean Morin, ce grand livre de 1930 sur la politique ecclésiastique du Second Empire, mais il y a évidemment des différences assez notables, à la fois dans les sources, bien sûr, le fait que Jean Morin avait travaillé pour l'essentiel sur des sources diplomatiques françaises, et puis sur la littérature que le débat avait suscité en France, et là, il suffit de regarder l'index, qui est souvent un bon indice de la fabrication d'un livre, s'aperçoit. Alors, on retrouve tous les grands personnages de premier plan du débat français, plus un certain nombre, c'est là déjà plus original, de personnalités moins connues, ou même franchement inconnues, mais qui ont participé au grand débat, et puis tous les grands acteurs romains, qui sont présents presque à part égale avec les grands acteurs français. Et là, évidemment, ça change un peu la perspective. Il y a Antonelli, évidemment, qui est l'un des personnages tout à fait centraux du livre, le secrétaire d'État de Pie IX, dont Arthur Hérisson dit qu'il était, dans l'opinion catholique française, le miroir inversé du pape. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent au Premier ministre. Mais on retrouve aussi les nonces à Paris, évidemment, Sacconi, Chigi, Mélia, ces nonces qui sont dans une position d'influence, mais une position pas évidente, parce qu'ils sont à la fois les ambassadeurs officiels du Saint-Siège et en même temps les délégués apostoliques officieux auprès de l'Église de France, dans un cadre concordataire où ils sont sous surveillance, et donc à la fois influents et surveillés. Donc, on comprend très bien comment tout ça se déroule dans les années 1860 en lisant le livre. Ça, c'est les sources, donc le renouvellement des sources qui permet aussi de renouveler la thèse de Morin, finalement, puisque la thèse de Morin, et Arthur Hérisson le rappelle bien dans sa première partie, au fond, il avait très bien vu que la guerre d'Italie, évidemment, en 1859, était un tournant très important, qui mettait fin, au fond, à une décennie un peu de lune de miel entre l'Église et l'État né du coup d'État, lune de miel pas totale, il y avait des tensions. Arthur Hérisson rappelle aussi que depuis le milieu des années 50, il y a un certain nombre de catholiques intransigeants qui trouvent que le régime est un peu tolérant, trop tolérant vis-à-vis de l'anticléricalisme, un peu ambiant, que la presse anticléricale s'exprime un peu trop librement. Elle a d'ailleurs des tirages importants, plus importants que la presse catholique. Et ça, bon, Veuillot et ses amis
déplore que le système ait jugé nécessaire d'avoir une soupape de sûreté de ce genre pour que les mauvaises passions puissent s'exprimer. Donc, il y a bien quelques éléments de tension, mais globalement, ça se passait bien. Ça se passait très bien dans cette première décennie et on a cette première grande campagne de mobilisation en 1860 contre la politique de régime. C'est la première fois qu'une campagne de ce genre est lancée depuis le 2 décembre. C'était quand même un peu le silence jusque-là, il faut citer l'expression de crédibilité, et voilà que le clergé tente une campagne de grande ampleur. Mais la thèse de Morin était de dire que finalement, cette campagne avait été assez brève, qu'elle avait duré moins de 6 mois finalement, qu'elle avait échoué très largement, de sorte que le clergé s'était promis de ne pas y revenir, en tout cas pas sous ces formes-là, aussi frontales, aussi ouvertes, et puis au fond, elle n'avait touché un mélange de factions un peu cléricales et de légitimisme, ce que les fonctionnaires impériaux appelaient le clérico-légitimisme. Voilà, cette société un peu qui s'était surmobilisée en quelque sorte, mais qui n'avait pas réussi à mordre véritablement sur les masses. Et c'est ce que, je dirais, la thèse d'Arthur Hérisson remet en cause, non seulement en nuance, mais d'une certaine façon, lance très fortement. Alors, la grande thèse, c'est de dire que c'est une mobilisation, on l'a dit, transnationale, une mobilisation de masse qui touche beaucoup de monde, qui mobilise des moyens importants, et finalement assez réussie. Et en même temps, Arthur Hérisson rappelait qu'il était arrivé à son sujet par l'histoire politique. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, c'est aussi une thèse sur la naissance de ce qu'on se met à appeler dans les années 1860 le parti clérical. C'est au fond la première phase d'émergence de ce parti clérical qui va être au devant de la scène au début de la Troisième République, mais qui est en train d'émerger à la faveur de cette mobilisation. Je dirais, en ce sens, c'est une thèse siegfriedienne. Ça fait penser, ce fameux livre d'André Siegfried, 1913, le tableau politique de la France de l'Ouest, avec cette géographie, je dirais, de la France cléricale, des bastions cléricaux de la France. Il y a d'ailleurs toute une partie dans la thèse intéressante sur les déterminants du vote catholique. C'est presque un vocabulaire un peu siegfriedien, ça aussi, de dire qu'est-ce qui les fait voter finalement. Naissance du parti clérical, non pas au sens de Gambetta, parce que c'est un nom d'oiseau, mais au sens siegfriedien, c'est-à-dire de gens qui, dans un contexte démocratique, même si c'est une démocratie autoritaire, le Second Empire, c'est une démocratie tout de même, dans un contexte démocratique, attachent une certaine importance à la question religieuse au moment d'avoir à faire leurs choix électoraux. Voilà. Et là, on a quelque chose qui sort à ce moment-là, et en ça, je crois vraiment, dans son tableau politique de la France de l'Ouest, Siegfried, il commence en 1870. Bon, il dit bien qu'au fond, cette France cléricale existe pratiquement depuis le suffrage universel, depuis 48-49, elle n'est pas complète, elle est émergente. Et là, je trouve vraiment c'est une étape qui nous manquait un peu dans la description de ce qui va sortir dans les années 70, mais qui était déjà finalement dans le tube, en germe, dans la décennie précédente, et on le comprend mieux en vous lisant. Donc, mobilisation réussie qui a des effets religieux, toute une partie très intéressante dans laquelle Hérisson montre comment ce mouvement temporaliste en fait accentue les tendances des années 50 au sein du catholicisme français. Ne les crée pas, mais les accentue, la romanisation, la transigence, la dévotion au pape qui finit par prendre des proportions un peu stratosphériques, avec tous les phénomènes aussi peut-être de transfert chez les légitimistes, de partage de leur légitimité, de leurs allégeances diverses. Donc tout ça est accentué, et puis des effets politiques sur l'essence du parti clérical. Alors moi je me suis dit en lisant Arthur Hérisson, au fond sa thèse est de nous dire que c'est une mobilisation réussie. Alors c'est quoi une mobilisation réussie pour les catholiques, mais pas seulement. J'ai pensé au parallèle avec la dernière des grandes mobilisations des catholiques français, c'était la Manif pour tous en 2013. Alors voilà, qu'est-ce qu'une mobilisation réussie? C'est quoi les critères de la réussite, du succès? À quoi peut-on estimer que la mobilisation est réussie? La question de la Manif pour tous, elle est intéressante parce qu'elle a donné naissance, il y a 10 ans déjà, à une littérature très importante, et aujourd'hui, on ne dirait pas exactement la même chose. C'est là qu'on voit que le recul du temps
porte à poser un regard un peu différent sur les événements. Alors, elle est réussie quand elle atteint ses objectifs. Ici, l'objectif, c'était au minimum de conserver au pape le Latium et Rome, ce qu'il avait en 1860, au mieux de récupérer ce qu'il avait perdu. Force est de constater qu'elle a échoué dans ses objectifs. Mais elle n'a pas échoué, elle a échoué en partie pour des raisons accidentelles, à cause de la guerre franco-prussienne, franco-allemande, qui fait qu'on a rapatrié le corps traditionnel, et que les Italiens en ont profité pour s'emparer de la ville de Rome. Elle a réussi d'une certaine façon si l'objectif était, à la manière d'Antonelli, de maintenir une pression constante sur le régime pour l'empêcher précisément de régler ce problème par l'évacuation. Et donc, c'était en un sens un succès, et la fin des années 60 le montre bien, Mentana, la déclaration de Rouher de 67, et puis ces catholiques libéraux, curieusement, le régime commence par s'appuyer sur des catholiques intransigeants, mais il finit par faire entrer des catholiques libéraux dans le dernier cabinet d'Émile Ollivier, qui acquiert pignon sur rue. Donc, en un sens, la mobilisation avait atteint ses objectifs, si l'objectif était d'exercer une pression continue sur le régime. Deuxième critère, c'est l'ampleur de réussite. C'est une mobilisation peut échouer dans ses objectifs finaux, mais être un succès en tant que force de mobilisation. C'était un peu la conclusion de la Manif pour tous il y a 10 ans. En disant, bon, ils ont raté leur objectif politique, ils ont perdu la bataille politique, mais enfin, quelle mobilisation. Une partie des catholiques s'était engagée dans cette affaire et s'est consolée d'une certaine façon de son échec politique au vu de l'ampleur de la mobilisation. Et là, effectivement, on a une mobilisation très importante. La question, avec des modalités diverses, la question que je me suis posée, c'est, au fond, la mobilisation est importante, elle est réussie, mais en un sens, toutes les mobilisations catholiques de l'époque réussissent. C'est-à-dire que jamais le catholicisme français n'a été plus en forme qu'en 1860, quand il se lance dans cette bataille. Il s'est reconstruit très largement, et à chaque fois qu'on ait toutes les grandes thèses sur le catholicisme français du milieu du 19e siècle, je veux dire, c'est le moment où il y a se mettre ces indices. On pourrait même dire, pour simplifier un peu le tableau, que les années 1850 sont des années de croissance presque verticale, formidables. Il n'a jamais été aussi en forme, il a des taux de croissance à la chinoise, véritablement. Et puis, dans les années 60, il atteint une sorte de sommet, une sorte de plateau, mais extrêmement solide. Donc, il se lance dans la bataille au mieux de sa forme, d'une certaine façon. Et on pourrait faire toute une série de rapprochements qui n'étaient pas dans le sujet là, mais qui mettent en perspective un peu la thèse. Je pense par exemple à la thèse célèbre de Claude Savard sur la production du livre religieux au XIXe siècle, dont il montre qu'elle atteint son sommet séculaire en proportion en 1861. C'est le moment, après une récupération dans les années 50, verticale. Sommet de la production du livre religieux en France, surtout le XIXe siècle, 1861. Bon. Après, un taux de croissance très fort dans les années 50. Je pense à la thèse de Mathieu Bréjon de la Vernier sur les conférences Saint-Vincent-de-Paul qui montrait le taux de croissance extraordinaire dans les années 1850, des croissances de la société de Saint-Vincent-de-Paul, qui est vraiment une association, une organisation qui marche très très fort à ce moment-là, qui va souffrir d'ailleurs un peu de la campagne. Bon, donc, je pense aussi à la multiplication des congrégations religieuses, masculines et féminines, quand vous regardez l'évolution des effectifs. Par exemple, des congrégations féminines. Hein. Jean Morin donnait des chiffres, j'ai été revoir depuis. C'est les chiffres officiels qui ont été un peu nuancés après par Claude Lanvoie et d'autres. Mais enfin, 34 000 religieuses en 1851, 89 000 en 1861. 10 ans plus tard, 161% de croissance, 16% par an. C'est ça les taux à la chinoise. Hein. C'est vraiment un succès prodigieux. Des congrégations féminines, des congrégations masculines. Là où on connaît les taux de pratique dominicale et où on peut faire des comparaisons un peu précises, je pense par exemple au diocèse d'Orléans ou au diocèse de Périgueux, même chose, les années 50 qui sont des années de reprise très fortes et de consolidation dans les années 60. Le recrutement sacerdotal. Le recrutement sacerdotal, je renvoie au livre célèbre du chanoine Boulard en 1950, Essor du déclin du clergé français, qui montre que les effectifs globaux du clergé augmentent de 40% entre 1830 et 1870, alors que la population française augmente de 17% et que le sommet de l'encadrement ecclésiastique des populations est atteint au début de la Troisième République, un prêtre pour 640 habitants. C'est des taux à la québécoise qu'on ne retrouvera plus jamais. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que les moyens de l'Église étaient considérables au moment où elle s'embarque dans cette grande bataille,
Et par conséquent, le succès de la campagne s'explique aussi par ce succès général. Il y a aussi la multiplication des œuvres sur la question de Denis de Saint-Pierre. La nouveauté, c'est, sur le modèle de la propagation de la foi, de créer des œuvres avec comme principe que le taux de cotisation est très très bas. Vous pouvez cotiser avec des sommes très modestes et vous organisez le système en dizaines, avec une dizainière à la tête qui fait de la retape dans le village en tapant aux portes, ce qui vous permet de toucher très vite, non pas 10 000 personnes, mais 500 000 ou 1 million ou 1 500 000. Vous avez un vivier de recrutement très très large qui se démocratise très largement. Et ce concept, c'est la propagation de la foi qui invente ça dans les années 1820, 1830. C'est un concept extrêmement efficace. Et toutes les œuvres catholiques vont utiliser le concept et vont toucher un nombre considérable de personnes. Dans ma jeunesse, à l'époque de ma thèse, j'avais fait le même genre de calcul pour des œuvres du purgatoire la veille de la guerre de 14, et une œuvre normande très célèbre à l'époque revendiquait 10 millions d'associés. Voilà. Mais des associés à 5 sous. Voilà. Donc ça ne coûte pas grand-chose. La marche à franchir n'est pas très élevée. Donc voilà, un succès, mais un succès à remettre probablement dans ce contexte plus général des succès du catholicisme de l'époque. Et puis, dernière remarque que je ferai, la thèse s'arrête en 71, Morin s'arrêtait en 69, et on comprend bien pourquoi. Mais en même temps, Arthur Hérisson montre bien que ça continue après 71, la mobilisation temporaliste. Et là, il y a une dernière ligne droite, en quelque sorte, dans la mobilisation temporaliste, qui est très intéressante parce qu'elle révèle probablement ce qui s'est passé avant et son évolution. Il y a une sorte de bascule au fond, qui se joue au début de la Troisième République, probablement en 1871. Hérisson le montre bien, avec ses pétitions d'évêques ou de fidèles à l'Assemblée qui demandent la restauration du pouvoir pontifical. Simplement, j'allais dire, comme Thorez disait, il faut savoir arrêter une grève, il faut probablement savoir arrêter aussi une mobilisation fut-elle temporaliste, parce que d'une part, la bataille est perdue, et la France a d'autres malheurs à pleurer après 1870, donc on a assez peu de chance d'émouvoir le rôle de la société française avec ce genre de causes, qui sont des causes perdues, mais qui sont aussi des causes que les intransigeants aiment bien. J'avais en lecteur de Père Gratry disait, qui était un catholique libéral, disait les intransigeants ont un courage de mort. Quand la cause est perdue, ils y vont avec d'autant plus d'acharnement. Ils aiment bien se suicider avec panache, comme ça. Donc là, courage de mort, presque doublement d'ailleurs, Chambord d'un côté, le comte de Chambord de l'autre côté, Pineuve de l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une sorte de point de retournement au-delà duquel une campagne réussie commence à produire des effets pervers ou contraires qui vont devenir même très nocifs pour la cause catholique. Et c'est pas pour rien que le camp d'en face, les républicains, vont faire de ce cléricalisme le mot d'ordre susceptible de rassembler très largement une gauche très divisée, mais qui peut s'entendre sur ce terrain-là. Autrement dit, ce qui était une bonne idée dans les années 1860 devient une très mauvaise idée dans les années 70, par-delà ce retournement de 71. D'une part, parce que la cause est perdue et qu'elle ne peut plus être gagnée de façon réaliste, mais aussi parce que c'est pas tout de créer un parti clérical moderne susceptible de marquer des points dans un régime démocratique. Ensuite, il faut gagner les élections. Et c'est tout le paradoxe aussi de cette grande bataille entre les libéraux et les intransigeants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peuple libéral, il y a un peuple intransigeant. Donc si on veut constituer un parti, c'est mieux de le constituer à droite, avec effectivement une population qu'on est susceptible de mobiliser. Mais, j'allais dire, ce qui permet de constituer le parti ne permet pas forcément de gagner l'élection. Vous pouvez faire le plein de votre base électorale, en quelque sorte, et puis ensuite plafonner. Et à mon avis, celui qui voit peut-être avec le plus d'acuité ce moment de bascule où ce qui avait assez bien réussi au catholicisme jusque-là risquait de devenir pour lui une sorte de piège, c'est Monseigneur Pie. Monseigneur Pie, c'est un type extraordinaire. J'ai dans ma bibliothèque les œuvres complètes de Monseigneur Pie. Et Monseigneur Pie, légitimiste, qui a jamais eu de sympathie pour ce régime, même pas dans les années 50, et qui a des propos extrêmement durs à l'égard de Napoléon III, Monseigneur Pie sent dès 71 que cette cause va commencer à produire des effets contraires, et il y a ce texte formidable que j'aime beaucoup, au lendemain
de la victoire républicaine aux élections législatives de septembre 1876. Donc, les élections de 71 avaient été très bonnes pour des raisons diverses, puis celles de 76 sont la première victoire massive républicaine. Il n'est pas surpris de cette victoire parce qu'il sent, depuis les années 60, que tout ça va mal finir. Il n'est pas vraiment surpris de cette victoire et il écrit ceci au vu de cette première victoire républicaine. Les catholiques vont perdre toutes les élections législatives jusqu'en 14. C'est le début d'une longue suite de défaites. Et il écrit ceci en septembre 76, je terminerai par là. Il écrit que l'Église a, je le cite, l'obligation de proclamer les devoirs des sociétés humaines avec d'autant plus de zèle et de soin que celles-ci s'en écarteront davantage, de telle sorte que, donc, profession d'intransigeance, de telle sorte que le Fils de l'homme, au jour de son dernier avènement, trouve tous les principes de son règne, y compris les États pontificaux dans leur intégralité, trouve tous les principes de son règne sains et saufs sur les lèvres fidèles de son épouse, quand bien même, ajouterais-je, elle serait seule à leur être restée fidèle. Oui. C'est-à-dire que là, on voit l'intransigeance, les effets ambivalents de l'intransigeance qui peuvent être positifs comme mobilisation d'une base électorale acquise et constitution d'un parti et devenir une sorte de piège dans un régime démocratique où il faut avoir une majorité pour gouverner et donc être aussi capable d'introduire dans son cercle des centristes, des libéraux conservateurs qui permettent de toucher à tout. Voilà, tout ça pour dire que ça fait réfléchir, c'est très beau livre, c'est très belle thèse, et qu'il y a toutes sortes de sujets susceptibles d'en découler. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette lecture et puis ces prolongements. En effet, vers les années 70, j'en profite pour faire un peu de publicité puisque le 19 octobre sera organisé un colloque à l'amphithéâtre Molinier, donc à la Maison de la Recherche, sur l'ordre moral, politique et religion. Et on est tout à fait dans le prolongement, dans cette mobilisation. On songe à la crise du 16 mai 77 qui est quand même provoquée aussi par la question romaine. Et peut-être les élections de 77 sont-elles celles qui mobilisent encore cette masse, puisque finalement la victoire n'est pas très éloignée, bon, avec une forte pression cléricale, c'est certain, et beaucoup d'invalidation. Alors peut-être que Arthur Hérisson veut répondre. Oui, volontiers. Bon, alors, je m'en veux un peu parce qu'en fait, il y a un auteur que vous avez tous les deux cité, que moi, j'ai pas cité, je voulais le citer, puis je me suis dit, bon, ça, tu vas parler une demi-heure, trois quarts d'heure si tu commences. C'est en effet Jean Morin. Donc, je fais mon mea culpa. Il y a beaucoup d'étudiants de master, il y a des étudiants de master dans la salle. Alors, juste pour que vous ayez une idée de ce que c'est, donc c'est une thèse qui s'intitule La politique ecclésiastique du Second Empire de 1852 à 1869, qui était une thèse d'État, donc c'était à l'époque, on faisait des thèses en 1200 pages, publiée en 1930. Et alors oui, en effet, mon ouvrage est en partie construit en dialogue avec Jean Morin, en partie contre Jean Morin, mais je dois avouer que mon ouvrage a 90 ans, j'aimerais bien un jour écrire un ouvrage qui durerait aussi bien, aussi longtemps, parce que en fait, évidemment, les problématiques ont changé, les problématiques ne sont plus les mêmes, etc., etc. Il y a des archives qui sont ouvertes et qui ne l'étaient pas à l'époque, mais c'est un ouvrage qui est remarquable, qui, pour des étudiants en master, reste à mon avis utile quand on travaille sur la période du Second Empire. Et je dois avouer que moi, notamment en travaillant sur ce sujet, j'étais très impressionné parce qu'en fait, bon, moi, l'une de mes grandes manières d'innover, c'était d'aller aux archives, ce qui s'appelait à l'époque les archives secrètes Vaticanes, maintenant c'est les archives apostoliques Vaticanes, qui étaient fermées à l'époque de Jean Morin, ils sont ouverts en 1966. Et en fait, j'étais extrêmement étonné, après ce travail d'archives, quand j'ai recommencé, j'ai relu Jean Morin, parce que les livres importants, on les relit, et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait vu des choses que j'avais trouvées à Rome, il avait réussi à les trouver de manière totalement détournée, en regardant telle biographie obscure, d'un obscur contemporain, etc., etc. Donc voilà, donc c'est un livre, je le signale pour les étudiants de master, qui est encore utile aujourd'hui, et deuxième chose, donc j'ai écrit à la suite de ce livre, c'est pas parce que une question a déjà été abordée par l'historiographie, il n'y a plus rien à faire, là aussi. Et ça, je pense que c'est aussi une leçon qui est bonne à avoir quand on est un apprenti chercheur. Et il existe évidemment des sujets sur lesquels il va être très difficile de revenir, mais généralement, les sujets, il est toujours possible d'y revenir par de nouvelles archives, de nouvelles problématiques, un regard nouveau, etc. Voilà, Monseigneur Pi, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est un personnage extrêmement intéressant, et en effet, moi, j'étais tombé sur deux
deux textes qui vont dans le sens de ce que disait Guillaume Cuchet. Un premier en 71, ça doit être au moment d'une élection partielle de 71, où les intransigeants sont dans l'ensemble favorables à la mobilisation du clergé lors de ces partiels. Pi, qui est l'évêque de Poitiers, dit que ça n'est pas possible parce que les Français ont peur que ça relance la guerre et que donc finalement aller trop loin c'est contre-productif. Deuxième moment, c'est 1877, au moment donc de la crise du 16 mai, ou plutôt juste avant la crise du 16 mai. Jacques-Olivier Boudon l'a dit, initialement, avant cette crise du 16 mai, qui va être fondamentale pour la Troisième République, il y a une mobilisation catholique, en fait transnationale. Très rapidement, la papauté appelle les catholiques européens à se mobiliser contre une loi italienne qui vient d'être votée par le Parlement. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des évêques français, notamment Pi, refusent de mobiliser les catholiques parce qu'ils considèrent qu'à cette époque-là, ça n'est pas, enfin, ce serait contre-productif de le faire, notamment parce que l'anticléricalisme est trop fort. Donc voilà, ces évêques intransigeants, ils sont intéressants notamment parce qu'en fait, ils sont peut-être plus nuancés que ce que on a pu penser. Et ça, Jacques Gady, il l'avait très bien vu dans sa thèse sur la pensée et l'action des épiscopats français au début de la Troisième République. Et je vais m'arrêter là. Très bien, merci. Alors, on va peut-être passer maintenant au débat avec l'auditoire. Est-ce que l'un d'entre vous veut poser la première question? Oui. Je vois une relative contradiction, du moins un phénomène assez intéressant. La Loire inférieure a été parmi les départements qui est le plus mobilisé pour les zouaves. Et là, je vois que c'est le département parmi lesquels ils donnent le moins aux données de Saint-Pierre en 1964. Même rien du tout. Raison particulière à ça. Oui, non, alors le problème de la cartographie de Saint-Pierre, bon, je vais rentrer dans des questions un peu d'ordre méthodologique, mais pour expliquer cette carte, il faut le faire. Il y a deux sources pour étudier les données de Saint-Pierre. Il y a la première source, la plus importante, c'est les archives vaticanes. Entre parenthèses, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, les archives vaticanes pour le pontificat de Pie IX, elles sont ouvertes depuis 1966. Il y a très peu de travaux qui ont été faits dessus. Donc, je dis ça notamment pour les masterants qui éventuellement voudraient faire une thèse. Il y a énormément de choses à faire là-dessus. Et il y a quelque chose qui n'est pas anodin d'ailleurs à ce sujet, c'est que la biographie de référence en français sur Pie IX, c'est celle du chanoine Aubert qui date de 1952, c'est-à-dire d'avant l'ouverture des archives. Et depuis, on n'en a pas eu en français. Enfin, du moins, on n'a pas eu de grande thèse universitaire en français. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Je referme la parenthèse. En thèse, les archives ne sont pas ouvertes au niveau du master. Elles sont ouvertes au niveau de la thèse. Donc, pour travailler sur le donné Saint-Pierre, il y a deux types de sources. Il y a les archives vaticanes où on a un registre des dons qui est tenu par les nonces. Les nonces notent les dons qu'ils reçoivent de toute la France en donnant la date de l'arrivée du don et le diocèse. Généralement, ce sont des évêques qui transmettent les sommes qui sont recueillies dans leur diocèse à l'annonciateur. Ça, c'est la première source. C'est pas que à partir de ça que j'ai fait cette carte. Il y a une deuxième source qui est les archives du ministère des Finances pontificales, mais qui est une source très incomplète. Alors pourquoi est-ce que ici je vous ai mis la carte de 64? C'est parce qu'en fait, l'année 64, c'est la seule où, en utilisant à la fois les archives de l'annonciature et les archives du ministère, j'arrive à avoir une vision absolument complète des dons faits en France au pays de Saint-Pierre. Les dons que reçoit le nonce, ils sont incomplets parce qu'en fait, tous les dons ne transitent pas par Paris pour arriver jusqu'à Rome. Notamment, quelqu'un qui va donner à Marseille, ça va passer directement par le consul pontifical de Marseille qui va transmettre à Rome. Donc, cette carte de 1834, je vous l'ai mise ici, elle n'est pas représentative totalement des dons dans l'ensemble de la décennie, mais c'est la seule que j'ai de complète. Alors ici, en l'occurrence, Nantes, pourquoi c'est à zéro? Vraisemblablement, il faudrait vérifier, mais vraisemblablement parce que l'évêque de Nantes a dû se rendre à Rome à ce moment-là et donner lui-même l'argent. Mais il y a eu des articles qui ont été faits à partir des archives historiques du diocèse de Nantes par Marius Faugeras, et il avait évalué les dons du diocèse pendant les années 60, si je ne dis pas de bêtises, je le dis de mémoire, je ne dois pas être loin, ça doit être 2,5 millions de francs. Donc en fait, ça doit être le diocèse de France qui donne le plus en proportion de sa population. Simplement, en 64, ça a dû être, soit ça a été déposé, ça a dû être déposé directement par l'évêque, ou alors, autre possibilité, l'argent a été communiqué avec un petit peu de retard, il a été comptabilisé sur l'année 65.
Oui, c'est d'autant plus probable que l'évêque de Nantes, c'est Monseigneur Jacquemet, qui est l'un des 7 évêques autour de Dupanloup qui ont appelé à voter en 1863 pour des candidats catholiques. Donc on imagine mal, il est plutôt de tendance, il n'est pas intransigeant, mais il est très favorable au pouvoir temporel du pape, donc on imagine mal qu'il n'y ait rien. Et effectivement, il a dû faire partie des évêques qui sont allés à Rome en 1864. Ça, je n'ai plus ça tout à fait en mémoire, mais c'est fort probable. Oui. Oui, j'ai une question sur le dogme de l'infaillibilité pontificale. Oui. Est-ce que été surpris que ça a lieu en 1870, vous avez assez charnière pour la papauté. Donc, je me demandais comment vous articulez un peu l'histoire, s'il y en a une de cette préparation par rapport au mouvement temporaliste. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà demandé par ceux qui développent, qui sont dans le mouvement temporaliste, ou c'est assez indépendant? Alors, je précise tout de suite que je reste extrêmement prudent sur les questions théologiques parce que c'est pas des questions que je maîtrise très bien. Maintenant, je peux répondre en partie à votre question. Dans ce mouvement en faveur de la papauté, il y a évidemment des catholiques qui sont favorables à l'infaillibilité pontificale. Je pense notamment à un certain nombre de journalistes, Louis Veuillot ou un certain nombre d'évêques. Mais toutes les personnes qui se mobilisent pour la papauté ne sont pas favorables à l'infaillibilité. J'ai évoqué tout à l'heure Dupanloup, l'évêque d'Orléans, c'est un des principaux opposants à la proclamation du dogme, et donc il considère qu'elle n'est pas opportune. Alors qu'il a fait sa thèse sur Alors ce qu'il a fait sujet. sa thèse sur ce sujet, tout à fait, mais c'était dans la fin des années 40, le contexte a un peu évolué. Alors, ce qui est intéressant avec cette infaillibilité, avec cette déclaration d'infaillibilité pontificale, alors moi, ce qui m'avait intéressé, c'est notamment le fait qu'en fait, on a des modalités d'action qui ont été utilisées en faveur du pape François, qui vont être réutilisées dans la mobilisation des catholiques pour l'infaillibilité. Je m'explique. On a notamment les grands journaux catholiques qui l'ont fait pendant pendant une partie des années 60, ouvrir des collectes pour la papauté au moment de crise. Quand il faut recueillir de l'argent en urgence, les grands journaux catholiques ouvrent leurs colonnes, reçoivent les dons, les centralisent et puis ensuite transmettent à l'annonciature. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'année qui précède l'ouverture du concile, donc pendant l'année 1839, ces grands journaux catholiques, je pense notamment à l'Univers, mais il n'y a pas que lui, ouvrent une collecte pour l'infaillibilité pontificale et qui est une collecte assez amusante parce que, comme souvent, quand on donne de l'argent à cette époque-là, généralement, on rajoute on donne son nom, bien évidemment, et puis on met généralement un petit mot pour justifier son nom. Alors, quand c'est un don pour le pape, on va dire pour Pie IX, le pape, etc., etc. Et puis, dans la collecte pour l'infaillibilité pontificale, il y a un certain nombre de paroissiens, il y a aussi un certain nombre de prêtres qui se permettent des remarques qui, en fait, sont des remarques extrêmement déplacées à l'encontre de leur évêque qui, lui, est contre l'infaillibilité. Voilà, donc on a des modalités de mobilisation qui vont être prises d'une minute à l'autre. Enfin, d'une temps. Mais il va de soi que la perte des États pontificaux, tout ce qui se passe à la fin des années 50 ou début des années 60, ça auréole Pie IX une aura de martyr qui favorise d'autant plus ensuite, en 1970, l'acceptation du nouveau dogme. Et il est évident que, l'une des choses qui a sans doute facilité le fait que les évêques, même les opportunistes, se rallient dans leur très grande majorité au nouveau dogme, il y a la guerre franco-prussienne qui a sans doute joué, mais il y a sans doute aussi le fait que Pie IX est dépossédé de ses États et qu'il devient compliqué de s'opposer à lui, alors même qu'il vient d'être, en quelque sorte, le martyr de la cause italienne. Oui. Peut-être qu'il faut distinguer entre ce qui est effectué dogmatiquement oui. Et les qui était l'opportunité de la déclaration. Et il y a des raisons, je suis cas son fils, par exemple, et il dit j'enseigne la depuis j'enseigne depuis toujours. Mais sur l'opportunité, il dit attention, il faut penser aux protestants, il faut penser aux incroyants, il faut penser à un certain nombre de données, et ce n'était pas opportun de faire aujourd'hui une déclaration d'un dogme. Voilà, c'était son. Pourtant, il dit il n'y a pas de problème, je l'enseigne, j'y prends. Oui, je vous remercie. Oui, non, mais tout à fait. D'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, mais il semble bien que les autres, en France, les inopportunistes sont plus nombreux que les personnes qui refusent dogmatiquement le nouveau dogme. Qu'est-ce que vous voulez dire?
qualificatif de notre côté. Non, non, oui, il y a ce que vous disiez qui joue, les relations avec les protestants, etc. Il y a aussi la question de la peur d'une séparation de l'Église et de l'État, qui joue aussi dans la question dans le fait que certains évêques s'opposent, enfin, considèrent inopportun le dogme de l'infaillibilité pontificale. Il y a la crainte qu'un certain nombre de documents pontificaux prennent valeur de dogme, et là, à cette époque-là, on pense à la Tribunal Sanctam de Boniface VIII, on pense aussi à la Bux. Et il y a cette peur-là qui joue, et que finalement, ça contraint même les gouvernements les mieux disposés avec l'Église à rompre avec elle. Et qui fait qu'en effet, voilà, un certain nombre d'évêques sont opportunistes sans être en soi défavorables à l'action. Précision ou un petit ajout sur cette question, et aussi effectivement dans le feu des polémiques, des brochures sur cette question, à la fois des intransigeants qui soupçonnent toujours les inopportunistes d'être des anti-infaillibilistes cachés et honteux, et inversement des inopportunistes qui, dans la bataille, finissent par mobiliser des arguments d'anti-infaillibilistes, plus ou moins, ou par laisser donner des polémiques de ce genre. Moi, j'avais vu ça avec un personnage que j'ai suivi, qui est le père Gratric, et qui a très mal fini à cause de ça. C'est un peu Dupanloup qui l'a envoyé au front sur une ligne anti-infaillibiliste, qui était lui aussi qui contrevenait à ses positions de jeunesse, parce que lui aussi avait cru dans sa jeunesse à l'infaillibilité pontificale, mais embarqué dans la polémique, il a fini en anti-infaillibiliste. Et donc voilà, on glisse assez facilement de l'inopportunisme à l'anti-infaillibiliste si on s'aperçoit que mettre l'accent sur la fragilité relative du dossier infaillibiliste peut être aussi un élément d'opportunité. C'est peut-être pas la peine de s'embarquer dans une grande polémique de genre si on n'est pas absolument sûr de sa position. Autre question? Oui. D'abord, je suis passionné par ce que j'entends ce soir. Donc, je suis très heureux d'entendre tout ça. Et je vous remercie beaucoup. Et d'autre part, il y a un auteur qui n'a pas été cité, qui est probablement sous-entend. Vous avez parlé de la quantité. Et je voudrais m'entendre m'attendre avec le matin, toi qui étais dans ce débat, c'était Émile Poulain. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Hérisson, de la. Est-ce que vos travaux, est-ce que votre livre, disons, va, selon vous, dans le sens du modèle présenté par Émile Poulain, est-ce qu'il lui apporte des nuances, comment vous positionnez-vous par rapport à ça? Merci pour la question. Alors, par modèle d'Émile Poulain, je pense que vous entendez la tripartition dont il parle dans le XIXe siècle, que je rappelle pour le reste de l'auditoire. Émile Poulain considère qu'au XIXe siècle, et pour une bonne partie du XXe siècle, s'opposent en Europe, on va dire, trois forces. La bourgeoisie libérale, le socialisme ouvrier, et une troisième force qui est l'Église catholique. Quand Émile Poulain met en avant ce modèle, il le fait notamment dans le but de sortir, on va dire, par le haut des discussions qui ont lieu entre chercheurs pour savoir si le catholicisme à cette époque-là est de droite ou non. Pour lui, le catholicisme n'est ni de droite ni de gauche, il est autre chose et c'est pas la question. Moi, vous l'aurez compris, quand je vous dis en conclusion que je considère que le catholicisme à cette époque-là va représenter la quatrième force de droite, inévitablement, je ne reprends pas ce mot, cette répartition de Poulain. Néanmoins, c'est un auteur que j'ai beaucoup lu. À mon avis, cette répartition, elle a un sens, mais ça dépend de ce dont on veut parler. Pour une approche strictement politique comme la mienne, je pense que considérer que grosso modo, évidemment il y a des nuances, mais que de grosso modo, le catholicisme est à droite, à cette époque-là, ça fonctionne. Même si on peut nuancer, il y a évidemment des catholiques qui se disent, mais ils sont assez minoritaires à cette époque-là. Donc je pense que le schéma Poulain est intéressant, notamment parce qu'il évite un certain nombre de caricatures sur
la bourgeoisie libérale, catholique, etc. Mais pour faire une histoire politique du catholicisme telle que je voulais la faire, je suis pas sûr qu'il soit le. Enfin, je pense qu'il est possible de rester à la distinction de droite-gauche sans introduire un troisième acteur. Voilà, j'espère avoir été réussi. Excusez-moi, je remercie monsieur pour sa question et pour votre réponse. Et ça me permet de rebondir finalement sur ce que vous disiez à un moment, je ne sais plus si c'était M. Cuchet, c'est vous-même, l'un ou l'autre l'a forcément évoqué, c'était sur il y a effectivement la répartition de là, il y a la répartition de René Raymond qui est sur les droites françaises extrêmement extrêmement célèbre, et il continue de faire d'art, en tout cas, on le rappelle. Et dans cette répartition de Raymond, effectivement, les trois droites actuelles, extrémistes, réalistes, bonapartistes, schématistes, évidemment, pour donner une idée. Et dans l'occurrence, vous parlez effectivement de quatrième force politique, catholique. Et là, en l'occurrence, c'est effectivement que cette force politique reste, selon nous, de droite, qui finalement dépasse la répartition de région. Alors finalement, c'est là où est le nœud de ma question, c'est est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une quatrième force qui serait cette force catholique, ou est-ce que cette force catholique, justement cette mobilisation catholique, cette force politique catholique, eh bien, elle est largement transpartisane en gardant la répartition de Raymond, par exemple, en disant finalement que les trois droites traditionnelles, si je garde ce modèle, sont en fait ensemble la force catholique. Alors, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est une question très importante. En gros, la question, en effet, c'est de savoir si, est-ce que ce catholicisme, tel qu'on le voit se développer au milieu du XIXe siècle, il devient une force autonome, ou est-ce que on ne peut pas considérer que c'est une clientèle électorale des trois autres, et notamment du légitimisme, parce que c'est à lui qu'on pense. À mon avis, il faut défendre le premier point de vue. Pourquoi? D'abord, en regardant la mobilisation des années 1840 telle qu'elle se fait pour la liberté d'enseignement. Montalembert dit très clairement, lorsqu'il lance cette mobilisation, enfin, il prend comme modèle, catholique d'abord. Et il dit très clairement que son objectif, c'est d'arracher les catholiques aux légitimistes. Justement, de faire des catholiques une force autonome. Dans l'ensemble, ça fonctionne pendant les années 40, et puis à la fin des années, en 1850, la loi Favot est votée, donc les catholiques obtiennent satisfaction, et puis la Seconde République, le péril social fait que les catholiques retournent dans le parti de l'ordre et rejoignent à nouveau les légitimistes et les orléanistes. Ces catholiques qui disparaissent en tant qu'acteurs autonomes, et puis ensuite, pendant les années 50, sous le Second Empire, ils ont toujours disparu, enfin, ils ne réapparaissent pas parce qu'ils sont satisfaits de ce qui se passe sous le régime, et donc, ils n'existent plus à l'état d'acteurs autonomes. À mon avis, dans les années 1860, on a quelque chose de nouveau qui se fait jour, c'est donc la réémergence des catholiques comme acteurs autonomes et surtout la structuration véritablement d'une culture politique propre. Culture politique propre qui passe par quoi? Je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure. Qui passe d'abord, évidemment, par des mots d'ordre spécifiques, des objectifs spécifiques. Le pape roi, la catholique dans la société. Encore une fois, la question dynastique importe peu. Oui, qui est légitimiste, mais c'est pas son combat, c'est pas son combat principal. Qui passe également par un imaginaire historique spécifique. Pour vous donner juste un imaginaire spécifique et historique notamment. Pour vous donner juste un exemple, pour les légitimistes français, l'une des grandes périodes du passé que les légitimistes français regardent avec nostalgie, c'est l'Ancien Régime. Pour les catholiques intransigeants, mais il ne s'agit absolument pas de demander un retour à l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, c'est même une période qui est plutôt honnie parce que c'est la période du développement du capitalisme. Et finalement, c'est une période où la royauté a été tuée par la Révolution et elle l'a un peu méritée. Leur imaginaire historique, c'est plus un imaginaire centré sur le Moyen-Âge. Bon, il y a toute une série d'imaginaires qu'on pourrait mettre en avant. Il y a ensuite, je l'ai évoqué tout à l'heure, un répertoire d'action spécifique et notamment cette politisation de la religion qu'on ne retrouverait pas aussi fortement, qu'on ne retrouverait pas vraiment chez les légitimistes. Et enfin et surtout, ce qui permet de mettre en avant cette autonomie des catholiques dans le champ politique, c'est tous les conflits qui, dès les années 50, émergent entre bourgeoisie catholique et notables légitimistes. Il y a une thèse notamment qui a très bien montré ça dans le cas de la Mayenne, c'est la thèse de Michel Denis, qui est une thèse assez peu citée et qui à mon avis, n'est pas assez lue parce que c'est vraiment une très grande monographie locale et qui montre très bien comment, dans les années 1850,
en Mayenne, mais en fait, on pourrait le retrouver dans d'autres départements. Il y a toute une série de conflits locaux, par exemple, au sujet des cloches, par exemple, des cloches des sonneries, des cloches des églises, qui opposent la bourgeoisie catholique et les notables licinistes sur toute une série de petites choses. Et donc, en fait, à mon avis, ce qu'on voit apparaître sous Second Empire, et ça se confirme dans les années 1860, c'est la distinction vraiment nette, de plus en plus nette entre ce légitimisme et cette droite catholique. Et en fait, ce qui se passe dans les années 1860, ensuite on aura un petit retour en arrière, mais ce qui se passe dans les années 1860, c'est qu'en fait, on a une satellisation des orléanistes et des légitimistes par les catholiques. Les légitimistes se mettent à se battre pour le pape. Pas totalement, mais en bonne partie. Là, en fait, ce catholicisme devient l'élément dominant dans les droites françaises. Il y aura un retour en arrière dans les années 70 et ensuite, à partir de 1883, pour Chambord-Meuse, de fait, les catholiques sont là pour récupérer le citron. Oui. Alors, je voudrais prolonger cette excellente question et la non excellente réponse qui a été donnée pour exprimer mon point de vue, ça c'était ce que j'ai eu en vous lisant. Je suis globalement d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut un tout petit peu complexifier le tableau. Parce que je dirais que le danger de l'approche de Raymond, c'est qu'elle fige du groupe, fige notamment, et elle associe une position idéologique pour faire court à un parti pris dynastique. Tout à fait. Mais le légitimisme lui-même n'est pas figé et il mute lui aussi dans les années 1860. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il mute en partie dans le sens que vous indiquez. Et moi, j'avais étudié il y a quelques années la pensée religieuse du comte de Chambord. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une évolution très nette du discours à partir de 1860, justement, où il s'aligne sur des positions, alors, dans le sens de l'infaillibilité. Il prend très nettement en fait des causes pour l'infaillibilité. C'est quand même difficile de préciser, parce qu'il a été formé pour Praxinus, qui était son précepteur, donc la vieille école cathédrale, il y a un principe de l'église cathédrale. Et il y a. Donc, alors je ne sais pas ce que ça donne sur la base, parce que le légitimisme n'est pas en même temps, on n'est pas du tout légitimiste d'un point de vue dynastique, mais idéologiquement, on ne peut pas dire qu'il soit exactement sur la ligne du principe. Mais moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que le légitimisme lui-même bouge. Ce qui me fait dire quand même que je ne suis pas certain qu'il y ait une complète satellisation, parce qu'au début des années 1870, il y a une capacité de récupération de tout ce mouvement catholique, et vous le dites très bien, par ailleurs, dans votre livre, par le légitimisme, justement. Alors, ça rate parce que pas de majorité, parce que les orléanistes aussi ne rentrent pas dans cette affaire. On ne va pas revenir sur l'échec de 1873, et il sera question bientôt. Mais il y a quand même eu un moment de point de convergence. On voit bien, Veuillot revient vers les Bourbons, Keller, Chénelon, etc. Tout ça, vous le rappelez bien. Et alors, c'est là où je voudrais aussi revenir sur ce que disait Guillaume Touchet, c'est que il y a. C'est vrai que ce sont des mouvements qui échouent, évidemment, mais ont-ils jamais souhaité s'inscrire dans un cadre démocratique? Ils ont utilisé les moyens de mobilisation dans une société démocratique, mais il n'est pas certain du tout que ce soit leur horizon. Et ce qu'on voit dans le légitimisme aussi, c'est assez net, c'est que le comte de Chambord est à peu près sur la même ligne, c'est-à-dire il faut défendre le principe, puis après, pour la réalisation, on verra en fonction des moyens, en fonction de ce que donne la Providence. Donc, ce courant intransigeant, finalement, il ne met pas son espoir dans une restauration démocratique qui, de toute façon, est toujours empreinte d'ambiguïté. Le pouvoir ne peut pas venir d'en bas. Il s'agit de continuer de déployer le drapeau, et puis on attend, c'est de providentialisme, dans le sens le plus propre du terme, que la Providence crée les conditions favorables. Bon, évidemment, historiquement, ce n'était pas adolé, mais je pense que dans leur mentalité, c'est peut-être pas non plus leur... je ne suis pas sûr qu'ils cherchent à gagner les élections. Je pense même que ça les embarrasserait beaucoup plus s'ils gagnaient les élections. Parce que toute élection est provisoire, on peut reperdre le pouvoir quelques années après. Voilà, c'est ce que m'a inspiré la lecture de ce très beau livre. Oui, alors je réponds rapidement. Oui, le légitimisme est bien entendu plus complexe que la tripartition, qui d'ailleurs n'est pas la tripartition de René Raymond, mais ce qu'on a retenu de la tripartition de René Raymond, parce que le livre est évidemment un livre gros et extrêmement nuancé. Il y a aussi un légitimisme libéral, d'ailleurs, on insiste bien là-dessus, etc. Oui, bien évidemment qu'il évolue en faveur, Chambord évolue dans les années 60 en faveur, on va dire, de la papauté. À noter tout de même que malgré les demandes d'un certain nombre de ses lieutenants, il va toujours maintenir sa consigne de non-participation aux élections. Alors que Lamoricière lui écrit
en lui disant qu'il faut qu'il la lève pour que les catholiques puissent voter pour des candidats favorables à la papauté. Et Chambord, cela ne le fera jamais. Mais oui, dans l'ensemble, en effet, on a un légitimisme qui évolue et en effet qui perd son vieux gallicanisme. Oui, aussi. Merci de ces échanges, parce que c'est aussi une question des réflexions que j'ai eues en te disant, parce que au fond, la thèse un peu classique, c'est de dire que ces trois droites de René Rébon, elles ont paradoxalement réussi à survivre à l'extinction de leur clivage dynastique, c'est-à-dire qu'elles se sont réinventées sous la Troisième République sans disparaître. Elles ont changé de nom, un peu changé d'étiquette, mais elles continuent un peu à structurer le champ. Et la quatrième droite, ce sera plutôt une droite boulangiste ou nationaliste et fort peu catholique qui va arriver un peu plus tard. Et on a souvent dit, finalement, le paradoxe de la situation française, c'est qu'à la fois les grandes batailles politiques vont se livrer sur les questions religieuses et en même temps, on n'a jamais vu émerger de parti catholique à la manière de ce qui se passe en Allemagne ou en Italie. Donc, la question, c'est donc pourquoi, en dépit de la centralité de ces questions religieuses dans nos affrontements politiques, ce parti clérical n'a jamais capté le marché. Donc, à la fois parce que le clergé lui-même s'est toujours soucié de ne pas apparaître comme un parti, ne serait-ce que parce que, moi je répète ça souvent aux étudiants, le dernier recensement à rubrique culturelle dans l'histoire de France en 1872, il y a quand même, alors que ils vont perdre toutes les élections, les catholiques, à partir de 76, en 72, il y a 97% des Français qui se considèrent comme catholiques romains, donc il y en a un sur deux qui va voter contre les curés, mais n'empêche que quand on lui pose la question, donc ils savent ça, et quand on regarde, bien sûr, il y a des curés un peu agités qu'on déplace, etc., mais globalement, le cléricalisme de terrain, il est assez limité. Le clergé fait attention à pas confondre sa cause. Et donc, c'est probablement une question d'eux. Et après, quand même si effectivement, tu l'évoquais tout à l'heure, le catholicisme reste une sorte de plateforme transversale pour faire l'union des droites dans des contextes un peu difficiles, avec un vivier d'électeurs, sans que pour autant les trois droites aient disparu. Donc, moi, je crois que la thèse de René Rébon, elle tient moi, je suis parmi ceux qui trouvent qu'elle tient pas mal la route. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était pas rien de survivre à l'extinction des querelles dynastiques et de se réinventer dans les années 80. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit c'est très intéressant, parce qu'on sent que ça doit changer un peu quelque chose à la vision globale qu'on a de ces processus complexes, sans trop savoir jusqu'à quel point. Donc, il y avait une question. Oui, vous avez évoqué rapidement la participation des ouvriers dans la mobilisation militaire. Oui. C'était pour savoir comment on doit interpréter cette participation ouvrière, si c'était plus le résultat des outils de mobilisation sur le territoire ou si c'est des conditions qui s'inscrivent dans les tendances de la. Alors, bon, c'est toujours difficile, évidemment, de s'intéresser aux motivations, même si pour ces phénomènes de volontariat militaire international, c'est un peu la grande question qui a intéressé les historiens. Pourquoi est-ce qu'on va se battre à l'étranger? Pas pour de l'argent, puisque c'est pas du simple mercenariat. Quelles sont les idées qui sont derrière tout ça? Quels sont les déterminants psychologiques, éventuellement, etc. Bon, là, c'est difficile de répondre à cette question dans le cas des ouvriers, généralement, tout simplement parce qu'on n'a pas de témoignages. Les témoignages, ils ont souvent été faits par les aristocrates qui sont allés se battre. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que l'historiographie a longtemps pensé qu'il y avait quasiment que des aristocrates parmi les hommes, tout simplement parce que c'est eux qui ont laissé des témoignages. À mon avis, on peut prendre en compte au moins deux facteurs. Un premier facteur qui est peut-être qui doit jouer sans doute, même si c'est difficile encore une fois de le quantifier, et qui pour le coup serait un facteur économique. La solde de l'armée du pape est l'une des plus importantes en Europe à cette époque-là. Il n'est pas impossible que ça ait joué. Ça joue par exemple très vraisemblablement en France, je ne sais pas, mais ça joue très vraisemblablement en Irlande, typiquement, à cette époque-là. Surtout quand on voit la manière dont se comportent les soldats irlandais une fois arrivés à Rome, c'était clairement pas par c'était clairement pas pour des motivations religieuses. Donc il y a sans doute des motivations économiques qui jouent. On peut aussi penser, là c'est très probable, que ce qui joue aussi, c'est tout un tissu urbain d'encadrement des ouvriers, un tissu urbain d'encadrement catholique des ouvriers. Et là, je pense notamment à ce qui se passe dans le Gard, qui est un des grands départements qui envoie des ouvriers.
des ouvriers, des artisans aussi, et où en fait, ces oies, ils viennent des centres urbains, principalement de Nîmes, mais pas exclusivement, et en fait, donc ils viennent des villes, et ils sont amenés par caravane depuis leur ville jusqu'à Rome, caravane menée par des prêtres. Et donc là, très clairement, on a le rôle d'un certain nombre de personnages, je pense notamment à l'abbé d'Alzon, qui ont favorisé le recrutement dans les milieux qui étaient des milieux pieux, en fait, des milieux ouvriers. Y a-t-il d'autres questions? Non, moi j'en aurais une, puisqu'on vient d'évoquer les mouvements, c'est l'époque aussi de l'apparition du train, Oui, du chemin de fer, et donc de déplacement de population beaucoup plus important. Ça avait été montré par Bruno Rest dans sa thèse sur la dévotion au pape, qui finalement complète votre propre travail ou inversement. Alors qu'en est-il? Est-ce qu'on note effectivement une recrudescence de ces pèlerinages, et est-ce que ces pèlerinages s'inscrivent dans cette dynamique de soutien au pape? Alors, deux choses. D'abord, vous avez évoqué la thèse de Bruno Rest, qui est une thèse importante sur les adresses à Pie IX. J'en ai pas parlé. Les adresses, qu'est-ce que c'est? Ce sont des textes que les catholiques envoient au pape pour manifester leur soutien vis-à-vis de sa cause. En gros, c'est comme des pétitions, simplement, au lieu de les envoyer à leur gouvernement, ils les envoient au pape. La thèse de Bruno Rest, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'il les a dénombrées à la Bibliothèque Vaticane et il a montré que pour la période qui nous intéresse, il y a plusieurs millions de Français qui ont signé ces textes. Donc, en fait, c'est le premier à vraiment montrer un mouvement de masse. Avant que mes travaux. Simplement, bon, les adresses et les signatures, évidemment, ça n'engage pas grand-chose et il était sans doute souvent difficile de refuser cette signature quand c'était typiquement le confrère de Saint-Vincent-de-Paul qui venait demander à ce qu'on signe en même temps qu'il venait aider Porter des secours. Oui, porter des secours, oui. Le train, donc. Bon, ce train, il est important. Les pèlerinages, on en a à cette époque-là. Ils vont surtout être développés dans les années 1870 par les assomptionnistes. Mais il y a deux grands pèlerinages qui ont lieu à cette époque-là. C'est le pèlerinage de 1863 pour les cérémonies. Et ça y est, ça m'échappe alors je ne sais que ça. Qu'est-ce qui se passe en 63? Ça y est, je commence à fatiguer. Bon, il y a des grandes cérémonies à Rome. C'est les martyrs du Japon. Oui, pardon, pour la canonisation des martyrs de martyrs du Japon de l'époque moderne, et où on a des centaines d'évêques du monde entier et des dizaines de milliers de prêtres qui se rendent à Rome, accompagnés aussi de fidèles, pour assister à cette cérémonie qui en fait sert à la papauté pour manifester la catholicité de Rome. Regardez tous ces catholiques du monde entier qui viennent à Rome. C'est bien la preuve que la ville est une ville qui appartient à l'Église et non pas à l'État. Deuxième grand moment où les catholiques viennent en masse, et encore plus nombreux, c'est 1869, c'est le 18e centenaire des martyrs de Pierre et de Paul. 67. C'est en 67, mais c'est pas grave. Oui, pardon, 67. Des martyrs juste avant Mentana. 1837, je comprends avec le jubilé 69. 1867, donc le 18e centenaire des martyrs de Pierre et de Paul. Et là, on a de mémoire 500 évêques qui viennent du monde entier. Et puis, les pèlerins doivent être 150 000, si je ne dis pas de bêtises, ça a été dénombré par Giacomo Martina. Donc, pareil, on a, et qui viennent évidemment par le chemin de fer, le navire à vapeur, etc. C'est quelque chose qui est important pour la papauté pour plusieurs raisons, pour des raisons spirituelles sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais aussi dans cette mobilisation pour la papauté. C'est aussi pour la papauté le moyen de dire, regardez finalement les personnes qui soutiennent, si vous voulez jouer au jeu du suffrage universel, regardez les personnes qui soutiennent la Rome pontificale sont finalement plus nombreuses que les personnes qui soutiennent la Rome italienne. Dans les brochures de l'époque, dans les livres de l'époque, on voit apparaître l'idée, et qui est mise en avant notamment par les journalistes au moment de ces pèlerinages, l'idée selon laquelle finalement, face au suffrage universel des Italiens qui veulent faire de Rome leur capitale, il existe un suffrage universel de 200 millions de catholiques qui, eux, veulent garder Rome ou pas. Et donc là, c'est intéressant parce que ça renvoie à ce que je vous disais ici sur la modernisation de cette papauté, qui, tout en luttant pour une cause qui est clairement une cause anti-moderne, utilise ici des figures rhétoriques, des argumentations qui, elles, sont empruntées à ses ennemis, pour mieux les vaincre, pour mieux essayer de les vaincre. Et ensuite, bon, des pèlerinages, il y en aura un autre important en 71. 71, mais là, on est après la prise de Rome par les Italiens. 71, c'est l'année où, selon l'expression, Pie IX voit les années de Pierre, c'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, un pape atteint 25 ans de pontificat, c'est-à-dire le temps
qui traditionnellement était, enfin, dont traditionnellement on pensait qu'il était celui du pontificat du premier pape Pierre. Donc là, on a des catholiques qui viennent en masse à Rome. Est-ce qu'il y a encore des questions? Martin. Je voudrais éventuellement, prolongeant, je viens de dire un peu, sur la mise en scène des mobilisations. À Rome, quand René Dufresne se met en scène comme le pape prisonnier au Vatican, il y a des pèlerinages qui sont organisés à Rome, et avec une caisse de résonance dans la porte. Regardez, comme le pape n'est pas isolé, il faut intervenir parce qu'il n'est pas tout seul, il y a les catholiques qui soutiennent, donc c'est une cause importante. Avec quelques troubles Oui, avec quelques causes, à Rome contre les Italiens qui vont poser des problèmes diplomatiques importants. Justement, c'est tellement mis en scène que du coup, la presse est présente. Il y a un projecteur qui est mis sur ces événements et évidemment, c'est un retentissement international. J'avais une question. Sur les mobilisations et les populations qui sont concernées. J'ai vu quitter la salle tout à l'heure, donc peut-être que ça a été évoqué. Sur les prolongements en fait, des mobilisations, vous parlez de la manifestation, qui évidemment a repris des éléments qui ont été faits au moment de la mobilisation contre l'école libre et puis le Bax. Voilà. Plutôt contre. On va autour de ce sujet-là. Voilà. Et ce que je me demandais, c'est quand il y a une mobilisation en faveur du pouvoir de Jean Corel, est-ce qu'il y avait déjà des bases existantes? Moi, je vois pour la fois, plus tardivement italienne, on récupère des choses existantes, des comités existants. Est-ce qu'il y avait déjà des mobilisations précédentes qui ont pu être, on reprend les mêmes pour mobiliser pour le pouvoir temporel, pour la faillite. Alors, là, ici, ça renvoie au problème que j'évoquais tout à l'heure, qui est que la précédente mobilisation, elle a lieu sous la monarchie de Juillet en 1840, sous un contexte qui est totalement différent. C'est un régime censitaire, donc il n'y a pas de suffrage universel, la mobilisation des masses a moins d'importance, et puis on est désormais dans un régime autoritaire, donc on a moins de liberté. Ce qui fait qu'en fait, ce qui avait été l'un des grands moyens de mobilisation des catholiques dans les années 1840, la pétition ne fonctionne plus sous le Second Empire, alors même que le droit de pétition est reconnu par la Constitution impériale. Hein. Le droit de pétition au Sénat est reconnu, mais dans les faits, à chaque fois que les catholiques essaient de lancer des pétitions pour le pape roi, les autorités interviennent et profitent soit de l'ignorance des populations, on leur fait croire que c'est pas autorisé alors que c'est autorisé, soit on explique que la pétition est autorisée, mais ce texte-là, c'est un texte séditieux et donc on ne peut pas le faire signer. Donc, de ce point de vue-là, les modalités d'action reprises, enfin, des années 1840, elles ne sont pas reprises. Ce qui est repris, par contre, et notamment avec le denier de Saint-Pierre, c'est toutes les formes de mobilisation, on va dire, économique, sociale qui existaient à cette époque-là. Et là, Guillaume Cuchet l'a rappelé, notamment, c'est la reprise des modalités de collecte de la propagation de la foi, qui sont reprises. Et c'est sans doute ça qui explique le succès du denier de Saint-Pierre, parce que ce qui est impressionnant, au-delà des chiffres des années 60, c'est le fait que dès l'année 1860, c'est-à-dire dès sa première année, le denier de Saint-Pierre en France, comme aussi dans d'autres pays, a des chiffres qui sont considérables. De mémoire, en 1860, avec 4 millions de francs qui sont recueillis, alors que la collecte s'organise à peine durant cette année-là. C'est-à-dire que l'année même où le denier de Saint-Pierre est organisé, il récolte déjà plus d'argent que la propagation de la foi. Et ça, inévitablement, c'est parce qu'il a réutilisé des techniques de collecte qui avaient déjà été prouvées, et puis qu'il réutilise aussi des réseaux militants qui existent déjà. Et là, je pense à Saint-Vincent-de-Paul, aux congrégations de Saint-Vincent-de-Paul, qui vont assez largement participer à la mobilisation. Le paradoxe, c'est que si les souvenirs sont bons, la formule de la propagation de la foi, c'est-à-dire les deux piliers, c'est l'organisation en dizaines, de petits groupes avec une dizainière, responsable d'eux, et puis la cotisation très très basse. Et la cotisation très basse, c'est pas Pauline Jaricot qui en avait l'idée au départ, c'était plutôt, ça lui était venu de modèles missionnaires britanniques. C'est de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. C'est ces protestants britanniques qui avaient eu cette idée
de compenser par l'élargissement du vivier le montant des cotisations. On ne peut pas faire ça. C'est des paradoxes comme ça, il y en a plusieurs. J'ai pensé en lisant Arthur, il y a ce texte magnifique qui mentionne de Veuillot sur le canon rayé. Il y a dans l'univers de 1959, au moment de la guerre d'Italie, une méditation de Louis Veuillot sur le canon rayé, le canon Krupp, le dernier cri de l'artillerie européenne, et c'est pour lui le prétexte à développer tout un discours anti-moderne sur le progrès technique, technologique, industriel. Et on retrouve ensuite dans le diocèse de Poitiers Monseigneur Pie à la tête d'un comité de l'artillerie pontificale. Alors bon, comme quoi l'ambivalence dans le rapport à la technologie militaire est assez étonnante. Y a-t-il encore des questions? Et s'il n'y a plus de questions, je vais clore cette séance en remerciant à nouveau Arthur Hérisson et Guillaume Cuchet d'avoir échangé autour du pôle papois. Donc,